Allez, on reparle de cette possible réforme des retraites. Pourquoi? Parce que le président de la République, Emmanuel Macron, reçoit aujourd'hui à l'Élysée les partenaires sociaux. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a un président qui consulte, qui écoute, qui devait se prononcer dans les prochains jours. On dit que si ça se trouve, ce serait plutôt pour le mois de septembre, pour la rentrée. On sait juste que les syndicats sont vent debout contre cette réforme. Même le MEDEF ne veut pas de cette réforme avant la présidentielle. D'ailleurs, les syndicats auraient beau jeu de rappeler au président ses engagements de campagne. Il avait dit qu'il ne toucherait pas au report de l'âge, en tout cas à l'âge légal de la retraite. C'est en 2017. Mais bon, ça date un petit peu maintenant. Ça paraît loin. Eh oui, oui, oui. Mais d'après les dernières informations qu'ont récoltées mes confrères des Échos, il serait hors de question de prendre une décision dans les prochains jours. On prendra peut-être une décision en septembre. Mais de toute façon, c'est un moment très très bizarre pour prendre une telle décision. Je rappelle qu'on peut espérer sortir d'une épidémie historique et on n'en est même pas encore sûr. Et donc avec une relance de l'activité économique qui bute sur toute une série de goulets d'étranglement. Et donc c'est un moment un peu compliqué de ce point de vue-là. Et puis ça va être très vite un moment un peu compliqué sur le plan politique, puisque on a une campagne électorale qui est déjà en train de s'ébrouer. On l'a vu après les élections régionales. Ça va évidemment s'accentuer à partir de septembre. Il va y avoir des perspectives de primaires, peut-être dans certains partis. Donc on va être dans un climat très très politique. Et donc faire une réforme de l'âge de la retraite à ce moment-là, ça paraît. Oui, mais c'est un gros appel du pied à l'électorat de droite aussi, puisque vous parlez de primaire, notamment possiblement à droite. Oui, mais c'est un appel peut-être à une partie de l'électorat, mais c'est aussi un appel à toute une autre partie de l'opinion publique. Je rappelle que la question des retraites en France, c'est l'une des plus sensibles politiquement. C'est là-dessus qu'est tombé Alain Juppé. Alors vous allez me dire, Alain Juppé, c'était il y a longtemps, c'était il y a 35 ans, etc. Pratiquement, mais tout de même, c'est là-dessus qu'il est tombé. Et puis, si on regarde les plus grandes manifestations qu'il y a eu au cours des 20 dernières années, elles ont été provoquées par le report de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, par François Fillon en 2010. Donc on est sur un sujet qui est politiquement extrêmement sensible, socialement extrêmement sensible aussi, et pour une raison simple, c'est parce que la retraite, c'est un âge de la vie, c'est une projection, on s'y projette pendant des décennies, et donc quand on touche à une projection fondamentale de l'avenir, on provoque des réactions qui sont souvent, en particulier oui, mais là, France, c'est pour les pérenniser, c'est pour pérenniser le financement. Est-ce que le timing est si mauvais que ça? Franchement, Jean-Marc, la reprise économique, elle est là, elle est sur les rails. Je ne suis pas là pour défendre encore une fois une position, mais le moral des Français va mieux, on reprend le cours de nos vies. Il est si mauvais que ça, le timing? Il me semble que sur le plan politique, oui, il est mauvais. Si vous pouvez me citer une réforme importante entreprise par un président de la République français dans sa dernière année de mandat. Oui, mais ils n'ont jamais été réélus. Aussi. Il y en a certains qui ont été réélus, ils n'ont pas été réélus pour d'autres raisons. Et si vous rajoutez, si vous rajoutez une réforme qui est très impopulaire, alors peut-être pas dans tout l'électorat, mais dans une partie importante de l'électorat, alors que c'est déjà très très difficile pour un président sortant de gagner une élection en France, je pense que vous compliquez encore l'équation. Ce ne sont pas seulement les retraités qui élisent les présidents de la République en France par bonheur. Les Français sont l'opinion est assez fragmentée. Sondage Ellab sorti la semaine dernière, 35% ne veulent pas, 37% ne veulent pas du tout de la réforme, 31% la souhaitent après la présidentielle, 31% avant. On peut voir ce qu'on a envie de voir dans ce sondage. Oui, et puis quand on demande aux Français l'âge idéal pour prendre leur retraite, ils disent 58 ans en moyenne. C'est très joli, mais c'est totalement irréaliste. Donc il y a les sondages et puis il y a la vraie vie à côté. C'est impossible pour le président de faire une réforme des retraites sans mettre les Français dans la rue. Ça nécessite en tout cas un travail de concertation, de réflexion. On en a quand même beaucoup parlé pendant le quinquennat de cette réforme. Aussi. Mais non, justement, pendant ce quinquennat, on a parlé d'une autre réforme. Oui, une réforme qui était très différente, qui était dans le programme d'Emmanuel Macron. Alors elle était formulée d'une phrase, alors qu'il y avait des points de son programme qui étaient beaucoup plus précis. Tout ce qu'il a fait d'ailleurs à son arrivée, justement dans les premiers mois de son mandat, quand il avait une légitimité politique forte, il avait
il y avait des choses qui étaient très précises dans son programme, la réforme, les réformes du marché du travail, de la fiscalité, c'était dit, annoncé dans son programme de manière assez détaillée. Quand vous regardez ses propositions, ce qu'il avait annoncé sur la retraite, ça tenait en deux lignes, et ce qu'il avait mis en œuvre ensuite, c'était une réforme encore une fois très différente de celle qui est évoquée aujourd'hui, puisqu'il s'agissait d'avoir un système plus juste. En France, on a un système qui est complètement délirant, avec des dizaines de régimes, avec plein de gens qui partent à la retraite à des moments différents, avec des pensions qui sont calculées sur des principes différents. C'est quelque chose de totalement aberrant. Quand vous regardez ça, nous on est habitués, on est plongé dedans, mais quand vous regardez ça de l'étranger, vous dites il faut absolument simplifier, avoir un système à point, avec éventuellement des aménagements. C'est exactement d'ailleurs ce qu'ont dit les économistes étrangers qui se sont penchés sur le sujet dans le rapport Tirole-Blanchard. C'est sur la partie sur les retraites, ce sont des économistes étrangers qui ont travaillé, et quand vous regardez ça de l'étranger, ça paraît évident qu'il faut commencer par là. Cette réforme-là a été enterrée, elle a été très compliquée à élaborer, elle n'avait pas été pensée en finesse, elle a buté sur toute une série de problèmes, dont le dernier a été l'épidémie, puisque c'est à ce moment-là que le projet a été définitivement enterré. Là, c'est un projet qui est d'une nature totalement différente. On est sur du pur équilibre budgétaire, on n'est pas sur de la justice sociale, on est sur d'équilibre budgétaire, qui est une contrainte dont il faut évidemment absolument tenir compte, mais on n'a pas du tout la même réforme. Donc, lancer une réforme qui n'avait pas été annoncée, vous le rappeliez vous-même, Emmanuel Macron avait pris l'engagement de ne pas toucher à l'âge de la retraite pendant les 5 années à venir. C'était un engagement qu'il avait pris quand il était candidat en mars 2017. Moi, ça me paraît encore une fois extrêmement périlleux politiquement. Après, l'équation, Jean-Marc, l'équation, elle est quasiment insoluble pour le président, parce que s'il fait cette réforme, du coup, ça peut potentiellement raviver les tensions, réveiller encore une fois la colère de la rue, les tensions sociales. S'il ne fait rien, il donne le sentiment de reculer, d'être passif. L'alternative, elle est pas impossible là pour lui? Ou l'équation insoluble? Il a déjà reculé sur les retraites. Sur les retraites, il a reculé en mars 2020. Et pour une bonne raison aussi. Pour une raison défendable, en tout cas. Ensuite, il lance des ballons d'essai. C'est ce que font d'ailleurs souvent de plus en plus les présidents français. Ils lancent des ballons d'essai pour voir comment ça réagit. Moi, je pense que ce qu'il a annoncé sur les retraites là, c'était un ballon d'essai pour voir comment ça réagissait, pour prendre la température, pour voir les rapports. La température, il l'a vu là, a priori. Qui s'amorce, voilà. Je pense que la température, il l'a vu, et du coup, comme par hasard, c'est devenu moins urgent. Ouais. Donc on parle a priori d'annonce potentielle à la rentrée, donc pas avant septembre. Effectivement, c'est ce qui semble se dégager aujourd'hui. Bon. Et encore une fois, en septembre, on va basculer dans tout à fait autre chose. Reportez-vous en septembre 2016, en septembre 2011, on n'était pas au moment d'annoncer une réforme importante qui frappe vraiment, encore une fois, les gens dans la façon dont ils se projettent dans leur vie à moins d'un an de l'élection qui domine la vie politique nationale. Après, encore une fois, d'un point de vue budgétaire et financier, reculer l'âge légal de départ à la retraite de 2 ans, ça rapporte, je crois, au bas mot, pas loin de 15 milliards d'euros pour les caisses de retraite. Mais vous dites, et il faut vous lire aujourd'hui dans les Échos, que économiquement, c'est peu efficace, c'est-à-dire que quand on prend une telle mesure... 15 milliards, c'est une somme. Au moins, non, mais c'est une somme à condition que... c'est une somme pour le système de retraite, mais quand vous allongez... quand vous reportez l'âge de la retraite, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui arrêtent tout de même de travailler. Et quand ils arrêtent de travailler, ils dépendent soit de Pôle emploi... Parce qu'ils n'ont plus de travail, parce qu'ils sont au chômage. Voilà. À ce moment-là, oui. Ou alors, il y a un certain nombre de gens qui sont considérés alors en situation de handicap. Quand on regarde ce qui s'est passé avec la réforme Fillon de 2010, c'est qu'il y a eu une très forte poussée de l'allocation handicapée chez les seniors, comme par hasard. Et puis, il y a des gens aussi qui sont
en congé maladie pendant longtemps. Et donc, quand on regarde ce qui s'est passé au moment de la réforme Fillon, dans les 2-3 années qui ont suivi, parce qu'ensuite les choses se sont même un petit peu normalisées, le premier effet, c'est qu'on a un transfert de l'assurance chômage, de l'assurance vieillesse, sur l'assurance chômage et l'assurance maladie. Donc, on a des économies. Attendez que je comprenne pourquoi, parce qu'en fait, au lieu de pouvoir prendre sa retraite, on est au chômage ou en situation de handicap, donc on ne touche pas sa retraite, mais on touche des allocations chômage ou pour le handicap. Donc ça coûte moins cher aux caisses de retraite, mais ça coûte plus cher à l'assurance maladie. C'est ça, il y a un jeu de vase communicant. Exactement. Ouais. Et qui est tout à fait budgétairement, qui est tout à fait significatif. Mais qui se compense ? Ça se compense pas, mais ça fait. Si on regarde ce qui s'est passé au moment de la réforme Fillon, en ordre de grandeur, c'est à peu près la moitié des économies dans les premières années qui ont été mangées par les autres formes de protection sociale. Donc les économies, elles se font pas tout de suite. Et il faut regarder sur l'ensemble, effectivement. Retraite, assurance vieillesse, assurance maladie. Il faut regarder sur l'ensemble de la protection sociale. Si on gagne sur un registre mais qu'on perd sur un autre, on a un équilibre qui est même assez différent de celui qui est envisagé initialement. En plus, si on raisonne non plus en termes de milliards, mais en termes de bien-être, ce qui n'est pas totalement illégitime, on est dans des politiques publiques, il n'est pas aberrant de supposer que pour quelqu'un, c'est plus agréable d'être en retraite que d'être en congé maladie ou en congé ou dans une situation considérée dans une situation de handicap ou être au chômage. Et donc on a des effets encore une fois de bord qui sont absolument redoutables sur ce genre de mesures. En particulier en France, et il y a une spécificité française là-dessus qui est tout à fait importante, c'est que en France, plus encore qu'ailleurs, dans les entreprises, on s'organise pour éjecter les seniors. Donc pour que, pardon je vous coupe Jean-Marc, mais pour que le report de l'âge légal à la retraite soit efficace, il faut que les entreprises jouent le jeu et qu'elle arrête de se séparer de ce qu'on appelle les seniors, mais en entreprise, c'est un quinquagénaire, pour dire les choses simplement. Dès qu'il faut faire des économies, hop, on regarde, on fait partir les quinquas. C'est ça, donc il faut demander aux entreprises, mais c'est-à-dire qu'il faut changer les mentalités des directions, des managements, enfin c'est... Oui, quand on demande à des managers, est-ce que vous considérez que un salarié candidat à un poste qui a plus de 55 ans est défavorisé par son âge? Quand vous posez cette question, vous la posez dans toute une série de pays. Et la France est l'un des pays où la proportion de managers qui disent oui, il est défavorisé est la plus forte. On a tout un regard sur les seniors qu'il faut complètement changer en France, un regard, mais aussi des pratiques. On l'a vu à nouveau l'an dernier quand les entreprises ont cherché à faire des économies. L'une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on établit la liste des salariés qui ont plus de 55 ans en disant comment est-ce qu'on va pouvoir les faire partir. Tant qu'on continue avec ce genre de comportement, de choix, ça sera très très difficile d'avoir un report de l'âge de la retraite qui soit efficace à la fois sur le plan budgétaire, mais aussi médical, sanitaire, social et encore une fois en termes de bien-être. Et donc il faut reculer l'âge de la retraite sans doute pour équilibrer de manière un petit peu solide les comptes sociaux, mais pour ça il faut aussi que les entreprises agissent, et ce n'est pas très étonnant de voir que le patronat aujourd'hui n'est pas très très chaud sur une demande sur une question du report, parce que il y a un certain nombre de dirigeants d'entreprises qui savent qu'ils vont devoir changer. Ça va être des changements qui vont être compliqués à faire. Voilà, il faudra embarquer les entreprises et changer un petit peu les mentalités. Merci beaucoup. Explication et point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Au revoir. Bonne journée, bye.